Hello et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve avec Léo, qui est Sales Manager chez Devenir Coach HPI. Et le but de ce podcast aujourd'hui, bah, c'est de l'interviewer justement et qu'il partage avec vous sa vision du setting closing à travers son histoire. Sachez que Léo, c'est quand même quelqu'un qui... Ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble, Léo? Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois et c'est quelqu'un avec qui j'adore bosser, qui est vraiment exemplaire. Je vous souhaite à tous de télécharger son cerveau dans votre cerveau si vous avez envie d'aller loin. D'ailleurs, Léo a évolué très vite à nos côtés. Et bienvenue, Léo. Je t'invite à te Merci. présenter, à dire aux viewers qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi ta situation aujourd'hui. Super. Merci en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Écoutez, moi je suis donc Léo, j'ai 34 ans, je vis aujourd'hui à Bali, je me suis expatrié près de 3 ans depuis que j'ai démarré dans le closing setting. On va revenir un peu là-dessus, je pense, après. Globalement, aujourd'hui, je m'occupe d'une équipe entière de closers, de setters pour un infopreneur qui propose justement un accompagnement dédié au coaching dans ce cas précis. Euh, pour le parcours, un petit peu en tout cas, depuis qu'on travaille avec Rudy, écoutez, on a démarré en juillet dernier comme closer et très vite, j'ai évolué comme team leader. Puis, je m'occupe aujourd'hui du pôle sales manager pour justement libérer de la place dans l'opérationnel pour l'infopreneur, pour Rudy également, et qu'eux puissent avoir l'œil sur des choses qui ont plus d'importance et sur lesquelles ils sont d'autant plus qualifiés pour agir. Donc voilà mon rôle un petit peu aujourd'hui dans cette organisation. Super. Ça fait combien de temps que tu es dans le closing? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. En moyenne, tu tournes à combien par mois et quel a été ton mois record? Aujourd'hui, je vais être autour des 3008, 3008 de moyenne. Je pense que c'est une bonne moyenne pour moi. En euros. Je vais avoir en euros, oui, bien sûr, effectivement. 3800 euros et je vais avoir fait un mois record autour des 5000, je pense. Ouais, Ok, cool. Et donc, alors, aujourd'hui, tu es à Bali. c'est ça. Ça fait quoi d'habiter à Bali? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette vie? La liberté d'avoir déjà pu choisir où j'avais envie de vivre, de m'expatrier. Bon, évidemment, sans parler spécifiquement de la différence de culture, mais ça a une énorme importance en vérité dans la qualité de vie que ça m'apporte personnellement. Les gens ici sont beaucoup plus chill, relax. Puis évidemment, voilà, l'Indonésie, pour ceux qui n'ont jamais été, c'est quand même des milliers d'îles. Et qui dit île, dit plage aussi. On est quasiment sous l'équateur ou un petit peu en dessous. Donc c'est aussi très tropical, etc. Il fait beau, chaud quasiment toute l'année. Avec un petit peu de pluie quand même, il n'y a pas de souci. Mais on a vraiment une température et un climat très clément. C'est vraiment très appréciable. Les gens sont très gentils, très ouverts aussi, je trouve. Et puis, bon, évidemment, j'ai aussi trouvé une femme avec qui je suis très bien aujourd'hui depuis 1 an et demi, qui est indonésienne également. C'est vrai que ça fait partie aussi des très bons côtés. Je surfe, il y a tout ce qu'il faut. Bali, c'est une île avec quasiment toutes les vagues, types de vagues en tout cas, pour ceux qui comprennent ce langage imaginable. Donc, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, c'est vraiment super de vivre ici. Moi, j'apprécie. Et la cuisine. Hmm. Et ça donne quoi en termes de networking spécialement toi? Enfin, toi, tu as Canggu en plus, je crois. Pas loin, ouais. Donc, moi, je connais, mais ceux qui regardent, ils ne connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu des différences que ça fait justement entre être entouré de Français, vivre en France, entouré de Français, Mhm. et les gens que tu peux côtoyer justement Ouais, à Canggu? ouais, ouais. Mais j'ai expérimenté ça déjà un peu dans mes précédents voyages en Australie ou ailleurs. Un Français à l'étranger a une autre dynamique. Alors, c'est pas pour juger, mais il y a quand même vraiment ce côté quand tu as voyagé, tu une autre ouverture d'esprit, on va dire. Et c'est vrai que Bali, j'ai pas envie de dire une plaque tournante, mais c'est un point clé en fait dans l'expat ou en tout cas un point de passage des digital nomades de ce monde, notamment français, mais aussi de partout, hein. On rencontre vraiment de toutes origines, toutes nationalités. Et donc, c'est vrai que Canggu, en l'occurrence, c'est un petit peu le lieu qui s'est créé autour de cette culture de l'expatriation, du digital nomade, avec des gyms de dingue pour ceux qui aiment ça. Il y a
évidemment des coworking de partout, avec justement des espaces en extérieur, des rooms spécifiques pour passer vos appels, etc. Ouais. Donc il y a vraiment tout un écosystème autour de ça. Et puis des soirées expat, rencontres, meetings, différentes thématiques. Donc c'est vraiment un écosystème qui est grouillant d'entrepreneurs, d'expats, de gens sur le digital. Donc bon voilà, c'est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup de gens et bon, du peu que vous parlez anglais, en fait, toutes les portes sont ouvertes et il n'y a pas de barrière de nationalité en fait qui se fasse, quoi. Ouais. Mm. Moi aussi, j'adore Bali. Franchement, je suis vraiment fan. Et c'est le genre d'endroit où si je resterais là-bas, en fait, je suis tellement heureux, j'ai plus envie de travailler. Moi, personnellement, quand je suis là-bas, je sais pas comment toi tu fais, mais moi, j'ai plus envie de travailler. Et c'est le genre d'endroit, s'il reste 5 ans, je vais finir paysan fermier. Heureux, mais, mais paysan dans un chantier. Euh, Ce que j'aime beaucoup, moi aussi, à Bali, donc oui, les habitants, ils sont incroyables. C'est très facile aussi Mm. d'apprendre la langue, le Bahasa. Ça prend très Le facilement. basique, j'ai envie de dire quand même. Ouais, quand même, attends, ça se prononce comme ça s'écrit, quoi, tu vois. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce que je me disais au début, mais il y a beaucoup de similarités. Il y a beaucoup de mots qui utilisent quasiment la même structure avec une seule chose qui change au bout ou au début. Ça rend les choses un petit peu compliquées à se souvenir pour moi. Ouais. Mais oui, globalement, je maîtrise un petit peu aujourd'hui. C'est pas cher aussi, c'est vraiment pas cher. Ah, Je pense que ça coûte peut-être 3 ou 4 fois moins cher que la France, ouais. tout en ayant des standards, en plus, qui sont bien plus élevés, en fait. Mais c'est ça, le mixte. Alors, je parle pas pour le reste de l'Indonésie, mais pour Bali en tant que tel, avec justement, il y a quand même aujourd'hui un tourisme vraiment hyper développé et Tu, avec tu- cette. tu penses qu'à partir de combien on peut s'expatrier à Bali, on peut vivre à Bali? Pour vivre à Bali, ça dépend de ton mode de vie, mais Quand dans les tu démarres, 2000, tu vois, quand tu 2000, commences, combien? 2000, 2000 euros par mois, tu peux vraiment avoir ce qu'il faut. Ça Tu veut peux dire vivre quoi? avec moi, hein. Tu peux Ça veut vivre dire quoi, avec t'as ce qu'il moi. faut, avec 2 000 euros? Un appart confortable, après, parce que bon, en fait, il y a quand même, faut comprendre qu'à Bali, il y a quand même une différence entre comment vivent les locaux et comment vivent les expatriés. Voilà. Et combien payent les locaux et combien payent les expatriés, réellement. C'est une réalité. On verrait ça en France, on serait tous dans la rue en mode c'est quoi ça? Mais ici, c'est comme ça. Et donc, oui, effectivement. Moi, pour quoi, un 30 mètres carrés, studio, bien très sympa, cuisine, machin, je dois payer dans les 400, un peu moins de 400 euros. Et après, ben voilà, le coût de la vie, les sorties, même si justement tout est beaucoup moins cher, mais il y a quand même des sorties qui peuvent vous coûter un petit peu d'argent, etc. En Mais fait, globalement, on voilà, dépense entre 1000 autant et qu'en 2000, pour moi, France, c'est un bon on statut. dépense autant qu'en France, sauf qu'on s'amuse vraiment bien. En fait, c'est ça le vrai confort, c'est que avec la même somme que tu aurais en France et avec ton salaire actuel, en fait, tu vas pouvoir faire le double, voire le triple, et t'éclater, en fait, pas être en train de regarder à la dépense en mode, en fait, je peux, je Ouais. peux. Et ça, Il y a c'est un autre truc vraiment agréable. sur lequel moi j'aimerais rebondir, que je trouvais vraiment exceptionnel à Bali, et encore plus à Canggu. Mm. C'est que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que comme c'est une ville, une destination où il y a beaucoup d'étrangers, Ouais, beaucoup, il y a beaucoup de blancs, hein, complètement. et moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que les expatriés, pour moi, c'est une espèce à part d'être humain. C'est-à-dire que 100% des expatriés ou des digital nomades sont des gens qui sont drivés par la liberté, qui Mhm. ont une Exactement. vision de ce qu'ils veulent et qui Mm. sortent de leur zone de confort, parce que pour s'expatrier, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, hein. Tu recommences une vie en partant de zéro. Ça fait C'est peur, hein. ça. Euh, et donc, tu te retrouves entouré de gens qui sont comme toi, qui sont drivés par la liberté, qui sont entrepreneurs, entreprenants, inspirés, inspirants, et qui sortent de leur zone de confort, et qui, pour moi, franchement, c'est horrible ce que je vais dire, mais qui sont bien au-dessus de la moyenne des gens. Et comme tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, bah, mieux tu es entouré et plus tu peux te développer. À l'opposé, Exact. si tu es entouré de 5 idiots, bah, tu es forcément le sixième. Ça fait sens. Ouais, Ok, effectivement. Ouais. Mm. cool. Et donc, bah, c'était quoi ta vie justement avant de découvrir le setting closing? Ouais, il y a plus de 3 ans du coup. En gros, bon, moi je suis menuisier charpentier, je fais 5 ans d'études dans ces choses-là, je fais des CAP et un BP, mais j'ai très vite su que les chantiers, c'était pas pour moi. Voilà, je savais que j'avais pas envie de finir comme je voyais mes collègues, etc. Voilà. C'est-à-dire, Mais c'est- toujours dans la même boîte depuis 25 ans, à se lever à 6 heures pour rentrer à 20 heures
Ouais, mais ça, c'est la vie de tout le monde quand même. En quoi c'est chiant? En quoi tu trouves ça horrible? Bah, c'est pas celle qui me convenait. Et puis surtout pour gagner 2 200 € en fin de carrière. Enfin, il y avait vraiment une vision, un tunnel qui me paraissait, mais je ne peux pas passer 40 ans comme ça, c'est pas possible. Et ça, je l'ai su dès le moment où, dans mes études, en fait. J'ai bossé en tant qu'apprenti, etc. Donc, j'ai mis les mains dedans. Et à un moment, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Tu peux pas te casser le cul autant pour si peu pendant si longtemps. C'est pas pour autant que le mindset était là en mode ça y est, je vais tout péter. Au contraire, ça a été plutôt bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, on parle de mes 23 à 24 ans où bah, en fait, je pars en saison. Et je pars sur un mode beaucoup plus laxiste, mais autour de la liberté, dans le sens où bah, je fais les saisons, je gagne de ce qu'il me faut pour l'année, j'ai le chômage derrière, et en Des gros, saisons bah, j'ai quoi? du En tant temps. que serveur, cuisinier? Ouais, j'ai commencé en tant que technicien de maintenance runner, puis à la plonge. Euh, j'ai fait deux, Ouais, ça trois ans de doit être dur. plonge, je crois, été, hiver. Enfin voilà, j'ai bossé à Île de Ré, dans les Alpes. J'ai fait un peu tous les boulots de merde. Et pourtant, je m'éclatais parce que pour le coup, à ce moment-là, j'avais cette liberté. Tu vois, j'étais Mmh. drivé par la nouvelle expérience et pas le cadre Excuse-moi, je fais une pause pour dans lequel expliquer à ceux j'habitude qui ne j'étais. connaissent pas ce que c'est faire des saisons. Ouais, ouais, Euh, ouais. donc moi, j'ai 11 ans de restauration, j'ai fait des saisons aussi. Euh, et en fait, t'en chies, c'est super ingrat. Tu fais que bosser 6 jours sur 7, 12 heures par jour. En plus, dans la restauration, donc runner, ça veut dire que tu portais les plateaux, tu les amenais en salle. Souvent, quand si tu as la cuisine qui est en bas, tu tapes un escalier. Bref, c'est dur. Là, c'était sur la terrasse glacée je me rappelle plus, à Val d'Isère, tu vois. Une Et, énorme terrasse avec les grands torpilleurs sur et- l'épaule. et qu'est-ce qui fait que tu es OK pour en chier en saison plutôt que de faire ton 9-17 de la menuiserie? Qu'est-ce qui fait qu'on est OK pour en chier? C'est que généralement, tu es logé et nourri. Donc, il y a un avantage où bah, justement, tu vas faire entre guillemets de la monnaie que tu vas pouvoir entre guillemets garder. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème en saison où tu vas faire la fête, tu vas rencontrer plein de gens. C'est hyper actif. Tu vas pouvoir faire du ski, tu vas pouvoir profiter de l'endroit où tu es, ce genre de choses. Donc, tu as un vrai bonus à être sur place, notamment pour les saisons d'hiver. Et puis, bah, le but, c'est quand même de coffrer pour que en 3 à 4 mois, tu fasses un max de cash que tu aurais fait en 6 à 8 mois Donc en dans fait, ton emploi normal. si je comprends bien, c'est que ce besoin de liberté, Mhm. cette conscience sur le besoin de liberté, faisait que tu étais prêt à travailler dur pour la nourrir, c'est ça? Complètement. Hmm. Et Ok, pourquoi t'as c'était pas, encore assez inconscient, mais c'était là. ok, et pourquoi t'as pas continué de faire des saisons tout simplement? Alors, j'ai continué un moment. J'ai dû faire 8 à 10 ans de saison quand même. Ouais. Je suis parti voyager en Nouvelle-Zélande une première fois avec ma copine de l'époque. On est resté 10 mois là-bas. Ça a été le premier gros switch de voyage très loin. Nouvelle-Zélande, c'est le plus loin qu'on puisse aller de France quasiment. Pour le coup, ça a été incroyable. Retour en France, nanana, et derrière, je suis reparti un an et demi après qu'on soit séparés, en Australie. Et là, ça a été quelque chose où j'étais en mode, mais je peux pas vivre en France ne me nourrit pas par rapport à ce que je vis à l'étranger. J'avais vraiment cette conscience-là. Bon, et du coup, j'ai dû rentrer pendant le Covid. Donc là, gros choc, tout le monde dedans. Je rentre 2 jours après confinement. Et en fait, impossible quoi. Et pendant un an, j'ai marronné. Je trouvais pas d'objectif. J'arrivais pas à me motiver à lancer quelque chose. J'ai refait une saison et puis en fait, j'ai découvert l'année d'après le closing. J'ai eu une opportunité de pouvoir démarrer et à partir de là, en fait, je suis parti vivre à Bali quoi. Co- Donc, co- Comment tu as découvert le closing? comment j'ai découvert le closing? Ben, j'ai la chance d'avoir une bonne amie entrepreneur, Aurélie notamment, qui, on se côtoyait, on se connaissait, c'est une amie de la famille et tout ça. Et du coup, elle m'a capté en me disant, bah, on lance justement des recrutements en evergreen. On a besoin de closers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'evergreen, c'est en fait le fait de proposer des campagnes de pub récurrentes ou séminaires ou webinaires pour accumuler des leads et donc avoir des rendez-vous que le closer va pouvoir closer. Et du coup, c'est parti de là, vraiment. Elle m'a parlé de ça. J'ai pris du coup la formation de Mathias Nézard à l'époque et j'ai commencé à travailler avec eux. Ok. Donc voilà comment ça a Que- démarré.
Super. Alors, quand tu as découvert le closing, qu'est-ce que tu t'es dit? Ou qu'est-ce que ton entourage t'a dit aussi, tu vois? T'as eu des critiques, des gens qui te disent ah, nanani, nanana, ou... Dubitatif. Mais pour ce que j'ai pensé, moi, j'ai fait, mais c'est incroyable. Mais c'est ce qu'il me faut. C'est Ok. ce qu'il me faut parce que Les, quand on me l'a vendu, les autres, ils te disaient quoi quand ils te disaient qu'ils étaient dubitatifs? qu'ils étaient dubitatifs, ben, en fait, c'est plus la nouveauté de la chose, c'est le digital, c'est le fait de la vente. Dans ma famille, la vente, c'est pas quelque chose qui est. Personne ne fait de ça vraiment. Et du coup, ça a été plus, ben, ok, j'espère que ça marchera pour toi, mais je connais pas, tu vois, Ok. ce côté nouveau. Et comment tu as géré ça? Parce que souvent, tu vois, surtout quand on Ouais, débute, on a tendance à accorder beaucoup d'importance à notre famille, c'est dit, ouais. notamment d'importance sur des conseils pour lesquels ils sont les pires conseilleurs, quoi, tu vois. Faut Demande pas à un comprendre que salarié des conseils souvent, pour entreprendre, quoi, tu vois, il va tout faire pour te décourager. Donc justement, exactement. comment toi, tu as géré ça? Ben, de manière assez personnelle, parce que l'objectif étant vraiment de pouvoir s'expatrier. C'était ça, démarrer closing, partir à Bali. C'était dans la même case, On c'est-à-dire revient c'était toujours à cette ensemble. vision, quoi, alors. Ben ouais, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que il y a eu un vrai objectif déterminé. J'ai eu la chance aussi d'être avec Ecopreneur notamment, dans un entourage vraiment sain et motivant d'entrepreneurs, d'infopreneurs qui veulent aller de l'avant. Et du coup, ça m'a permis de me focus sur effectivement le closing, les résultats que je pouvais aller chercher avec ça et comment m'améliorer là-dedans pour que ma vision prenne réalité. Et quelque part, je ne me suis pas laissé le choix. C'est vraiment le côté pas de plan B. 4 mois plus tard, j'avais déjà mes billets pour partir à Bali, tu vois. Alors Et justement, j'avais pas c'était quoi encore fait une vente. le point de bascule, justement, où tu as dit, m'en bats les couilles, pas de plan B, je prends les billets, quoi. Dernière saison d'hiver, ça se passe soi-disant bien. Technicien de maintenance dans un resort et tout. Et je sais pas pourquoi, ça se passe mal avec le directeur, etc. Et il me fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Bah il si, me fait justement, vraiment. on veut les détails, on veut les croustilles, on veut les En grosses gros, nouvelles croustillantes, j'avais un quoi. appart énorme pour moi tout seul et soi-disant, je n'avais pas le droit de recevoir qui que ce soit, ni même ma copine. Ok. Ok. Sauf que je fais venir ma copine depuis l'autre bout de la France, d'accord, dans les Alpes. Et au bout de 3 jours, on se fait griller. Et là, il me met un ultimatum en mode voilà, soit je te fais un mot pour que tu partes tout de suite avec tous tes papiers, avec fin de contrat, soit je te fais la misère jusqu'à ce que tu te barres. Et en fait, moi, j'ai fait, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. En fait, ça a été tellement un signe ouais, du destin en mode on parle du closing, on met ça dans ma tête, on parle de ok, partir à Bali, tout ça. Et le mec me fait en mode tiens, je te donne un accès pour ton chômage pour que tu puisses te former avec tes CPF, tes machins et pouvoir partir dans 3 mois avec ce que tu as gagné là. J'ai fait c'est parti. Et du Ouais. coup, voilà, j'avais du temps libre derrière et la fin de saison, au lieu de la passer à la neige, où j'aime beaucoup quand même, et ben, je l'ai passé à me former, à commencer à closer. Super. Tu vois, c'est marrant, cette perception, parce que tu as des gens, en fait, qui voient leur licenciement comme un drame, alors que c'est une putain d'opportunité, tu vois. C'est un matelas de sécurité. Et donc, du coup, tu pars avec ton chômage, c'est ça? Ouais, ouais, je pars avec mon chemin, avec mes droits, je peux rouvrir mes droits, comme Donc, si je voilà, tous ceux partais. parmi vous là qui veulent se lancer, qui ont peur, lancez-vous, surtout si vous êtes salarié, que lancez-vous en étant salarié. Et puis après, par la suite, vous arrangerez soit pour vous faire virer, soit pour obtenir une rupture conventionnelle et profiter justement du système français avant que ce soit le système français qui profite de vous. Comme ça, allez gagner beaucoup d'argent. Ok, donc Exact. tu te lances dans une formation. Euh, et justement, enfin, tu vois, dans l'univers du closing, il y a quand même aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup de vendeurs de rêves, beaucoup de pièges. Justement, c'est quoi les dossiers croustillants que tu as pu voir? Parce que je pense que dans la formation où tu étais, il y avait beaucoup de monde. Euh, et tu as dû, en général, on achète plusieurs formations et tu as dû entendre beaucoup de choses, entendre et voir beaucoup de choses. Justement, c'est quoi les arnaques ou les pièges à éviter dans cette industrie? Moi, je pense que je suis presque tombé sur la pire directement, en fait. Et parce que, alors, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous des offres closing sur CPF. Voilà.
Vous prenez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est quasiment un signe de. Ils essaient juste de faire de l'argent et de se tirer avec. C'est ce qui s'est passé en fait avec cette organisation. Autant Mathias Nézard avait une vraie qualité et des choses à apporter, autant son compagnon Ferrari, non, comment il s'appelle le grand barbu musclé, je ne me rappelle plus de son nom, mais je ne sais pas ce qu'il foutait là, lui, c'était trop bizarre, ça dénotait vraiment. Et en fait, il y avait un vrai système de Ponzi derrière. C'était de l'adhésion, tu closes tes propres closers dans le système, etc. Et il y avait un truc où, ben, en fait, au bout d'un moment, tout le système a été mis en justice par le gouvernement et on ne pouvait plus avoir accès. Moi, j'ai des ventes où je n'ai jamais été payé, des trucs comme ça. Donc bon, à part ces choses-là, j'ai quand même eu de la matière à comprendre le closing et ben, pouvoir m'entraîner avec. Tu as bien Parce que appris le closing quand même dans ce programme. ouais, non, il y avait de la vraie matière et il y avait des vrais basics qui me servent encore aujourd'hui. Donc, et c'était bien. Il y avait un suivi, il y avait des choses qui amenaient à pouvoir être compétent. Mais par contre, la structure en elle-même, bah, voilà, c'était ce que c'était. Hmm. Après, voilà, ça, c'est ma vraie seule expérience avec ce qu'on peut dire voilà, Et- entre et- l'arnaque et Est-ce que tu as vu l'avis justement qualitatif. des gens qui ont échoué ou qui ont abandonné ou qui n'ont pas eu de résultat dans ce programme? Ou même Ouais. après, en fait, hein, tout court. Ouais, bah, une bonne grande partie, hein. Alors déjà dû au manque d'investissement et au manque et à cause du déni de la réalité pour certains, c'est-à-dire qu'en mettant 1000 euros de CPF ou tu espères générer 5000 euros dans les 3 mois, il n'y a rien qui peut vraiment se passer, surtout si tu n'es pas investi ou tu n'as pas une vision là-dessus. Et il n'y avait rien justement sur ces aspects-là. C'est vraiment pur closing, apprendre le closing et comment faire. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce qui manquait? Donc, tu étais dans un programme où tu as ouais, appris le closing, ça ouais. me plaît. Mais qu'est-ce qui manquait? Pourquoi la Mhm. plupart abandonnent ou échouent? C'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent et de quoi ils avaient besoin à ce moment-là? Ouais. Je peux même parler d'une personne que j'ai closée et qui n'a jamais eu de résultat, qui a dû investir 3000 de son CPF là-dedans. Ouais, globalement, alors tu as un groupe c'est Telegram, c'est ce genre de choses. Tu as les échanges, tu balances tes booms, tu vois des gens qui réussissent, tu vois. Ça te motive. Tu es là en mode, bah, je peux le faire aussi. Et s'ils ont fait le programme comme je le fais, ben, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, tu n'as pas non plus une vraie communauté qui est derrière toi ou qui est plus. J'ai envie de dire, une communauté, c'est bien. Un groupe, c'est encore mieux. Des gens avec qui tu peux échanger plus proche, de manière plus proche, avec qui tu es sur la même longueur d'onde aussi et où vous savez un peu où vous en êtes à chaque fois parce que une communauté, c'est vraiment intéressant, c'est important, je trouve, sur la dynamique, la vision et ce que ça apporte au global. Mais pour les compétences, se level up, justement, se mettre au niveau bah, des uns et des autres, c'est bien d'avoir des gens avec qui tu peux te comparer. Là, une communauté, c'est trop vague, c'est des anonymes, tu vois. Hmm. Donc, il y a ça déjà. Malgré tout, bon, ils avaient un système de live, etc., qui pouvait fonctionner. Ça, pour ceux qui les ont suivis, je pense que ça a apporté pas mal. Mais ce que je pense qu'il manque vraiment dans la plupart des accompagnements ou des formations de closing que je vois, alors on va parler des accompagnements parce que les formations, c'est obligé qu'ils n'aient pas ça. Euh, c'est d'avoir un team leader, en fait, d'avoir, comme je parle, un groupe, mais avec un référent direct qui s'occupe d'une petite portion des élèves et qui les suit. Ça, je pense que ça, voilà, sur 3 mois, sur 6 mois, c'est sûr, il y a des résultats garantis avec ça au bout du compte parce que ben, il y a un vrai échange, on peut poser ses questions, on n'est pas en groupe de 500, de 1000 et ça amène plus de proximité. Il y a aussi l'idée bah, de devenir, entre guillemets, collègues et de travailler ensemble pour chacun pour soi, mais en s'aidant avec le cerveau collectif. Je trouve que ça aujourd'hui, c'est, je pense, un point clé Hmm. de ce qui peut être apporté dans les formations, dans les accompagnements, notamment sur le closing setting et sur le milieu de l'infoprenariat, globalement. Hmm. Est-ce que tu connais des gens dans le closing qui sont bons, mais qui galèrent pour travailler? Pour travailler, oui. Ouais, exactement. Pourquoi ils galèrent pour travailler, ces gens alors qu'ils sont bons? En fait, c'est ça.
Tu les mets dans un appel de vente, parfait. Les mecs, ils savent comment mener le script, ils l'emmènent au bout, ils savent gérer les objections, super, et ils savent prendre une CB. C'est top. Franchement, les mecs, ils font pas mal d'argent par mois. Sauf quand ça marche plus avec leur infopreneur. Parce qu'à ce moment-là, ils se retrouvent sans déjà savoir comment se vendre à un infopreneur, comment se différencier de la masse. Parce que si on regarde déjà à l'époque dans le groupe de Mathias Nézard, il y avait des milliers de personnes. Donc dans le closing, il commence à y avoir, c'est plus si nouveau. Moi, il y a 3 ans, c'était presque encore nouveau. Ça faisait 2-3 ans que c'était lancé. Là, on commence à être dedans. Il y a beaucoup de gens. Comment se différencier de la masse? La plupart du temps, c'est ça qui fait la différence. Et là-dessus, ben, je pense que c'est vraiment d'avoir des qualités supplémentaires, déjà dans la compréhension de ce qu'un infopreneur a besoin sur son pôle sales, par exemple, ou sur justement l'aspect autour du marketing et de la gestion des leads. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire une énorme différence. Mais maintenant, c'est comment le mettre en avant. Tu vois, c'est comment te vendre à l'infopreneur alors que tu es dans une réunion de groupe avec 10-20 personnes et que bah, il y en aura que 2-3 qui vont être sélectionnés au bout. Et ouais, et ben, c'est ça, en fait, je pense qu'il manque à beaucoup. Et notamment, je pense aux plus jeunes closers non expérimentés qui sortent d'un accompagnement sans première expérience, à part peut-être quelques closings où on en donne 5, 10 dans l'accompagnement, mais qui ne suffisent pas à se forger non plus une expérience notable et qui vont malheureusement s'essuyer des refus par le manque d'expérience pure, en fait. Et je pense que le manque d'expérience pure n'est pas un critère de refus. Si tu as quelque chose où tu apportes quelque chose supplémentaire dans la compréhension, dans l'organisation, dans le management, dans la gestion des outils digitaux aujourd'hui, en vérité, tu as potentiellement un poste qui s'ouvre à toi parce qu'un infopreneur, c'est un mec qui développe, c'est un mec qui cherche à s'émanciper au maximum aussi du point où il en est pour mettre des gens en qui il a confiance et qui vont pouvoir l'aider dans son business. Et avec une vision aussi comme ça, tu peux potentiellement apporter quelque chose qu'un infopreneur n'a pas forcément vu. Certains ne le voient pas non plus encore, tu vois. Et c'est là où il y a toute cette dimension. En fait, si tu es juste un simple closer, ouais, effectivement, c'est entre guillemets peut-être compliqué de te démarquer de la masse. Mais aujourd'hui, si tu sais faire mieux, si tu sais te vendre sur ces points en particulier, et si tu comprends l'infoprenariat et les besoins des entrepreneurs à ce niveau-là, tu as une vraie carte à jouer. Mais c'est vrai que où est-ce qu'on trouve ça, tu vois? Ok. Et parmi ceux que tu sais qui travaillent bien, Ouais. qui réussissent rapidement dans le closing, enfin, la plupart en fait échouent, galèrent, abandonnent, et une petite poignée vont réussir. Ouais. Que font ceux qui réussissent que les autres ne font pas, selon toi? Ou qu'est-ce qui leur permet à eux de réussir? Qu'est-ce que eux ont que les autres n'ont pas? Ouais. Bah, déjà, on va dire de la persévérance, parce que quand tu commences et que tu es surtout dans les départs, tu n'es pas forcément bon dès le départ. On va dire même qu'au début, tu es nul, d'accord? Jusqu'à ce que tu arrives à avoir suffisamment d'expérience et d'aisance pour devenir bon. Donc forcément, mais au-delà de ça, la persévérance sur le fait de répéter, de tenter de travailler avec de nouvelles personnes, de développer de nouvelles compétences et d'ouvrir sa vision à peut-être, voilà, setting, closing. Donc, je suis juste dans le closing, mais en fait, je fais que du closing. Non, il faut avoir une vision un peu plus large de tout ça, de comprendre aussi ça. Parce que déjà, pour les compétences, ça va t'aider à développer. Et au bout du compte, la compréhension de tes leads, de l'avatar client. En fait, il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux t'améliorer quand tu es bon, quand tu commences à être bon et comment tu veux devenir vraiment très bon. Et peut-être justement prendre des postes un peu plus à responsabilité, etc., de team leader, de sales manager ou autre. C'est avec une vision plus globale de tout ça et de compréhension de la direction forcément de votre infopreneur avec qui vous travaillez. Et c'est ça qui a fait la différence pour beaucoup que je vois qui réussissent aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'une des clés en fait pour réussir, c'est avoir cet état d'esprit de croissance et d'avoir envie d'apprendre, se former, se monter en compétences, accepter l'échec, accepter qu'on est nul au départ, parce que c'est en étant OK là-dessus qu'on peut devenir bon.
Tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est un mental qui ressemble excessivement au mental de l'entrepreneur. Et c'est normal qu'on puisse faire cette comparaison. Parce qu'en vérité, eh ben, à Closer, vous n'êtes pas juste freelance, vous êtes à votre compte et vous gérez votre propre business. Chaque vente compte pour vous, pour votre vie, pour votre confort et pour la pérennité de l'activité pour laquelle vous travaillez. Donc, en fait, il y a cette dimension-là aussi. Enfin, selon moi, ceux que je vois réussir vraiment fort, ce pas des closers qui sont individualistes. Il joue solo pour l'équipe. Vous voyez, il y a ce côté plus global parce que forcément, bah, il y a pas que lui en fait qui dépend de ses résultats. Hmm. Ok, cool. Et donc, bon, bah voilà, au moment où on enregistre cette vidéo, on est encore dans la co-création du programme Cash Collector. Et donc, bah, tu as l'opportunité de contribuer, de poser de pierre à l'édifice, de participer à la solution signature. Donc, quelque part, tu es co-créateur aussi de ce programme. Et donc, bah, qu'est-ce que tu aimes le plus justement dans la solution de Cash Collector? Et selon toi, en quoi ça le rend bien au-dessus de tous les autres programmes? Ok. Bah, déjà pour moi, alors justement avec l'expérience que j'ai des 7 mois, même si je connais Rudy depuis un petit peu plus longtemps, on avait déjà une expérience de travail un peu avant ça, il y a un peu plus d'un an et demi finalement. En fait, de travailler avec Rudy, pour moi, enfin, l'expérience de Rudy et le travail à ses côtés, ça amène beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, Rudy, il a beaucoup d'expérience justement dans l'entrepreneuriat, dans la gestion des closers, des setters. Il a recruté beaucoup de personnes, il sait former les gens, il sait aussi motiver et parler aux gens fermement pour les aider à dépasser leur propre plafond de verre. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi, je trouve. En tout cas, c'est de ce dont j'ai bénéficié à ses côtés. Et du coup, en fait, Cash Collector, ça émerge de son cerveau. Ça émerge de son cerveau et ça va dans la direction de, OK, on est là, à ce point-là, des closers, des setters, OK. Et ils savent prendre des scripts, mais ils ne savent pas trouver d'emploi. C'est quoi la difficulté pour un setter, pour un closer, de vraiment aller atteindre les 3 à 6 000 euros par mois qu'on lui promet, en fait? Ben, c'est de trouver un infopreneur, c'est d'être placé, c'est d'avoir les ressources supplémentaires pour se démarquer. Et donc, en fait, dans cette réflexion, le programme Cash Collector, il va t'amener déjà justement toute cette dimension-là, mais surtout te mettre tout de suite dans l'expérimentation, dans la pratique. Ça, je pense que en fait, c'est. Et je parle pas de roleplay. Oui, voilà, je parle pas de roleplay. Évidemment, vous faites des roleplays entre vous, mais surtout, vous allez setter et vous allez closer dans les 3 mois de l'accompagnement. C'est direct. Et vous L'objectif, allez c'est même 15 jours même, hein. Démarrer la première mission en 15 jours. ouais, le setting au bout de 15 jours. Mais vous allez faire vos premiers 1000 euros de commission au bout du premier mois. Si vous êtes investi, si vous vous donnez, si vous suivez ce que votre team leader fait, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais vous allez forcément avoir un team leader. Et ça, comme j'en parlais tout à l'heure, pour moi, c'est une grosse différence. C'est-à-dire qu'un mec qui est là tous les jours pour vous faire un briefing, pour voir où vous en êtes, pour vous apporter des solutions, pour vous répondre à vos textos et animer le groupe pour qu'il y ait une communauté et puis des gens qui bossent et vous aider à atteindre vos résultats en sachant que la petite cerise sur le gâteau, vos team leaders seront payés que si vous atteignez vos quotas de commission. Alors attends, Donc je voudrais juste voilà. reformuler un petit truc. Ouais, Donc, en fait, quand vous rejoignez Cash Collector, tout de suite, vous êtes attribué, vous intégrez l'équipe d'un team leader, c'est ça. comme Léo, team leader, qui va gérer une équipe, qui va, si tu rentres dans l'équipe de Léo, il va te former, il va te certifier et il va te faire travailler. C'est lui qui va te coacher, qui va te mettre des coups de pied aux fesses, qui va t'écouter quand ça ne va pas aller. Et dès lors que tu vas atteindre les 5 000 euros de commission, bah lui, il va toucher, il va être payé. C'est ça. Et donc, on a très peu parlé encore parce que le moment où on fait cette vidéo, le programme n'est pas lancé encore. Et justement, on n'arrête pas de refine, de changer des trucs, des réglages pour créer le meilleur des programmes de marché. Et justement, si quelqu'un rejoint ton équipe aujourd'hui, est-ce que tu as eu le temps déjà de visualiser un petit peu comment ça se passerait si demain, je te mets 4 personnes entre les mains? Ouais. Ouais, complètement. Je porte à votre attention. Il n'y a rien qui est préparé là. Tout est freestyle. Donc, peut-être si vous rejoignez le programme, ça aura changé. Ça aura évolué. C'est ça. Donc, comment On est tu dans vois la ça? co-création, on rappelle, et actuelle. Globalement, ça va être 4 à 5 meetings par semaine, alors que ce soit pour moi en tout cas plutôt le matin, avec justement mes team leaders en mode pré-chauffe de la journée, une demi-heure ou une heure, en fonction du nombre qu'on sera.
Et puis, surtout, à partir de là, tous les calls sur lesquels je pars en closing, eh ben, tous les membres de mon groupe vont y assister en mode fantôme et donc de pouvoir justement tout voir à l'intérieur, échanger, ajouter des choses. Et il y aura un débrief effectivement à la fin de chaque appel pour que voilà, il y ait de la montée en compétences. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, moi j'ai découvert ça en travaillant avec Rudy. Il nous a mis à nous mettre en call fantôme, donc sur un appel où on voit ce qui se passe sans y intervenir et sans être vu par le prospect. Mais c'est incroyable la nourriture que c'est pour du setter, pour du closer. Et donc voilà, et puis le reste du temps, les setters vont setter sur leur activité. Et puis ceux qui vont commencer à pouvoir closer, pareil, je vais pouvoir venir sur leur appel si j'ai du temps et vice-versa. Donc en étant dispo, voilà, 1 heure plus le temps qu'on va passer ensemble sur les appels dans la journée, surtout mes appels que ce soit avec Je Cash t'interromps juste Collector ou avec pour l'entrepreneur. leur permettre de bien visualiser comment ça va se passer. Ouais, C'est que vous intégrez l'équipe de Léo. Le matin, Léo, quand il se connecte et qu'il commence le boulot, il y a réunion avec lui. Et c'est comme si vous étiez en stage dans l'entreprise où travaille votre team leader. C'est-à-dire que du matin au tu as soir, raison. vous restez avec lui dans un Google Meet ou dans un Zoom. Vous allez voir comment il travaille. Vous allez pouvoir l'espionner comme une petite souris. Vous allez même pouvoir mettre des commentaires en off. Et quand un appel est terminé, vous allez pouvoir lui poser des questions. Notez aussi, passage, que vous allez démarrer comme 7 heures, puis après, vous allez pouvoir closer vos propres rendez-vous. Puis après, vous pourrez voler vos propres ailes ou devenir un closer, seulement closer ailleurs, ou alors passer la certification pour à votre tour devenir team leader. Et dans un premier temps, vous allez qualifier, disqualifier les rendez-vous de Léo. Chaque fois que Léo va faire un closing, vous allez toucher 5% du prix de vente. Sachant que Léo, il bosse sur un programme, un ou des programmes qui sont vendus minimum 5 000 euros. Donc, à chaque fois que Léo va faire une vente, lui, en tant que closer, il touche 10% ou 12% quand c'est un paiement une fois. Donc, on va dire 500 euros pour faire des chiffres faciles. Et donc, à chaque fois que Léo va faire une vente grâce à un rendez-vous que vous avez qualifié ou que vous avez généré pour lui, vous allez toucher 250 euros. Donc, objectif dès le premier mois, si vous êtes au taquet, c'est faire minimum 250 euros par semaine, soit 1 000 euros. Et le truc qui est bien, c'est que dans cette collaboration, Léo va pouvoir vous observer, vu que vous allez être avec lui quelques heures par jour. Il va aussi pouvoir vous corriger au fur et à mesure en temps réel au quotidien pour que vous puissiez très rapidement monter en compétences comparé à tous les autres programmes où tu commences à travailler seulement au bout de 6 ou 12 mois. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir voir directement en live, lors des appels avec les prospects que vous avez setés, les résultats de votre setting, voir vous-même aussi les points d'amélioration. Et en plus de tout ça, on pourra débrief de tout ça derrière. Donc il y a un vrai, enfin voilà, vous êtes dedans, dans le bain, directement, comme le disait Rudy, 15 jours, 3 semaines max, vous êtes dedans et on démarre. Donc ouais, ça c'est, je pense, voilà, 2 mois et demi de pur apprentissage, et en même temps, tu commences à gagner de l'argent, il n'y a pas d'histoire, tu vois ce que je veux dire. Tu t'investis suffisamment, tu fais comme le dit Rudy, 250 euros par semaine au minimum, et c'est parti. Et après, voilà, tu passeras sur le closing pour commencer. Tu passeras sur le closing pour la suite, etc. Jusqu'à ce que tu te sentes, jusqu'à ce que tu atteignes tes 5 000 euros de commission, et où tu seras bien content, je pense. Et nous, on sera content en tout cas de te dire que pour nous, tu as atteint un stade où tu es prêt à closer pour des infopreneurs. Et à ce moment-là, voilà, comme le dit Rudy, tu pourras ou rejoindre la team et devenir team leader dans l'équipe, ou alors voilà, partir sur un des infopreneurs avec qui on travaille ou de tes propres ailes. Virer ton patron. Cool, super, merci Léo. J'en profite aussi pour vous dire que en fait, on est tellement sûr de ce programme qu'on prend tous les risques à votre place avec des garanties de malade. Comme on sait que le seul et unique moyen de savoir si c'est le bon choix pour toi de démarrer le setting closing ou même de nous rejoindre, c'est d'essayer de manière engagée. Rejoins le programme, commence la formation, participe à minimum une séance de coaching de manière engagée et active, présente-toi à la communauté. Et si au 14e jour, tu n'es pas sûr à 100% d'avoir fait le bon choix, tu nous le dis. Dans ce cas-là, c'est très simple, on s'engage à te rembourser jusqu'au dernier centime dans les 3 jours. La deuxième garantie, c'est qu'on sait très bien que ceux qui ont un travail en CDI ou même une maman solo en CDI, elle a beaucoup moins de temps que quelqu'un qui est déjà freelance et qui est disponible à plein temps. Et si c'est ton cas,
si tu travailles, bien sûr, et que tu montres que tu es actif, que tu avances dans le programme, mais que tu n'as pas encaissé d'argent au bout de 3 mois, on double la valeur du programme en doublant sa durée et en t'accompagnant 3 mois de plus. Et on est 100% OK là-dessus parce qu'on sait que certaines personnes ont plus de besoins ou même des capacités intellectuelles qui requièrent plus de temps et on est 100% OK avec ça. Et enfin, la dernière garantie, c'est que si au bout de 12 mois, tu n'as pas récupéré ton investissement et que tu as l'impression qu'on s'est foutu de ta gueule, qu'on t'a pas donné suffisamment de temps ou alloué suffisamment de ressources ou qu'on n'a pas fait notre maximum pour te faire travailler et te monter en compétence et te permettre de devenir libre indépendant financièrement grâce au sitting et closing, tu auras le droit de demander le remboursement intégral et en plus, je te rembourserai 1 000 euros de ma poche en dédommagement si tu estimes qu'on s'est foutu de ta gueule. Voilà. Ok. Ouais. Franchement, je pense que la façon dont on a conçu le programme, il faut être con pour refuser, quoi. Au bout de 2 semaines, tu es déjà prêt à aller gagner et aller chercher de l'argent dans le setting. Donc, même si tu n'as jamais eu d'expérience. Qu'est-ce que tu dirais, Léo, à quelqu'un qui veut nous rejoindre là, quand il voit ça, mais qui hésite? En fait, j'ai presque envie de dire, oui, hésiter, mais jusqu'à quand tu vas hésiter, en fait? Avant de te lancer dans un accompagnement qui peut changer ta vie. Voilà. Mais si tu hésites, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi. Nous, on veut des gens aussi qui vont s'investir, qui vont se lancer dans la dynamique, qui veulent avoir le mental de quelqu'un qui est prêt à évoluer et à évoluer en termes de mentalité. Alors justement, tu vois, tu es team leader. Qui est-ce que tu veux recruter Ouais. dans ton équipe et c'est quoi les gens dont tu veux surtout pas dans ton équipe, tu vois, par exemple? Parce que tu sais que ça va être trop difficile pour toi de leur permettre d'avoir des résultats. Euh, les dépressifs qui feraient mieux d'aller en psychanalyse plutôt que de rejoindre un accompagnement où ils pensent pouvoir trouver un babysitter. Là, clairement, on n'est pas là pour ça. Moi, personnellement. Non, non, j'ai aucun a priori sur personne. Par contre, en termes de. Si on vient là pour se plaindre en disant j'ai payé et j'y arrive pas, voilà. Pour moi, des gens qui ne sont pas investis ou qui ne se mettent pas dans la dynamique, c'est une problématique. Au contraire, par contre, si justement tu es dans une dynamique entrepreneuriale où tu as vraiment envie de faire évoluer ta vie, tu as une vision aussi qui t'anime et qui te drive, où tu sais que ben, voilà, c'est aussi une voie dans laquelle tu as envie de t'investir pour aller chercher des résultats, et surtout que tu sais que on n'a rien sans rien et que c'est pas effectivement juste en travaillant entre guillemets 1, 2 heures par jour que tu vas atteindre 5, 10 000 euros par mois. Alors ok, effectivement, allons-y, travaillons. Et si en plus tu es curieux des écosystèmes, des outils, de comment tu peux te faciliter le travail, comment tu peux t'apporter à toi, mais si tu es aussi curieux de transmettre, bienvenue. Un grand bienvenue à toi, parce que je sens qu'on justement on va pouvoir construire une belle équipe. Super, merci Léo. Je pense que ton message va résonner avec beaucoup d'aspirants setter closer, Ouais. notamment, bah, je pense, des hommes, probablement de ton âge. Euh, je pense que ça va résonner chez tous ceux qui ont été menuisiers, charpentiers ou qui ont travaillé dans la restauration et qui rêvent de partir à Bali ou qui en ont marre de la France. Est-ce que Liberté. on peut réserver un appel avec toi spécifiquement? Ah, exactement. Ouais, vous pouvez cliquer sur le lien qui va vous mener sur l'agenda et sélectionner le rendez-vous qui vous Ouais. convient, Faut que pour qu'on puisse échanger. dans l'agenda, en fait, vous allez trouver le prénom de plusieurs collaborateurs. Il faut que vous sélectionnez Léo Deban, pour Léo accéder Deban, à c'est ça. son agenda, lui, et ses propres disponibilités. Et au passage, qui tu souhaiterais dissuader de réserver un appel avec toi, histoire que tu perdes pas. Ouais, un peu comme je le disais juste avant, si vous cherchez du babysitting ou de vous faire euh, aider sur un autre plan que sur une évolution de renforcement de mentalité et de compétences justement dans le monde digital et de l'entrepreneuriat et du closing, je pense que c'est pas forcément la bonne zone et moi, j'aurais pas forcément envie de travailler avec vous. Excuse-moi, ouais, super, merci. Il nous reste 2 minutes. Ok? Je viens d'avoir une idée de bonus. Est-ce que tu es d'accord pour offrir ce bonus? Tous Je sais ceux pas ce que c'est. Allez. qui vont rejoindre l'équipe de Léo, Ah, tu t'engages. attention. Si ils te rejoignent l'équipe
s'ils réservent un appel cette semaine Uhum. et qu'ils rejoignent ton équipe, tu t'engages à les aider à s'installer à Bali s'ils en ont envie. Allez, c'est d'accord. On fait comme ça. Indiquez Bali dans votre prise de rendez-vous pour que je sache que vous avez pris rendez-vous suite à cette vidéo, ok? Et pour bénéficier du bonus. Super, je pense que c'est un super bonus, ça, hein. C'est cool. C'est un super bonus. Voilà, Allez, dites-nous on ce que fait vous une en belle pensez dans les communauté. commentaires aussi. Et puis j'espère qu'on va voir plein de rendez-vous dans l'agenda de Léo et que vous serez nombreux à nous rejoindre grâce à cet entretien. Merci encore, Léo. Je te souhaite une excellente Avec journée plaisir, Rudy. et je te Merci à dis toi également. à très vite. À très vite. Ciao, ciao.